Nous reprenons ce Club des Hommes en Noir pour le dernier sujet qui nous réunit, un sujet de morale, puisque la Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu à une question au mois de décembre dernier sur la moralité ou non de recourir à l'ablation de l'utérus d'une femme dans certains cas. Donc c'est ce sujet qu'a abordé la Congrégation pour la doctrine de la foi, et dans sa réponse, elle a considéré qu'on pouvait avoir recours à cette ablation de l'utérus dans la mesure où il ne s'agissait pas de stérilisation. Alors je me tourne vers l'abbé Grégoire Sellier, qui m'a impérativement demandé de pouvoir traiter de ce sujet, de ce thème. De l'introduire. Et de l'introduire parce qu'il est certainement mieux placé que moi pour faire comprendre à nos téléspectateurs de quoi il s'agit exactement. Alors d'abord, je voudrais dire que nous sommes dans des cas limites. Il s'agit vraiment de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants dans des conditions très difficiles. Et donc, tant au plan technique qu'au plan psychologique, ce sont des choses très difficiles à traiter. Et donc, je dirais, il ne faut pas arriver, voilà, et puis tout est simple, alors que ça n'est pas simple. Hein. Donc, c'est bien pourquoi je vous ai laissé la parole. Voilà, ça n'est pas absolument simple. Mais, donc, en l'occurrence, la Congrégation pour la doctrine de la foi dit, nous avons répondu déjà précédemment que l'ablation de l'utérus, si c'est pour rechercher une certaine forme de stérilisation, n'est pas autorisée, etc. Et dans d'autres cas que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons dire que c'est permis. Vous voyez, donc ils disent bien, c'est pas en soi permis, c'est dans les cas que nous allons étudier. Donc ça, c'est quand même important. Alors, en fait, si on analyse bien ce que dit la Congrégation pour la doctrine de la foi, on se trouve dans un cas de volontaire, ce qu'on appelle le volontaire indirect. Le volontaire indirect, c'est lorsque une action a un double effet, et qu'il y a un effet bon et un effet mauvais, et est-ce qu'il est permis de poser cette action qui a ce double effet, grosso modo. Alors, l'une des caractéristiques du volontaire indirect permis, c'est que l'effet mauvais ne vienne pas de l'effet bon, que ce soit deux effets indépendants. Le coup classique, précisément par rapport à l'ablation de l'utérus, une femme a un cancer de l'utérus. Pour empêcher qu'elle ne meure de ce cancer, nous faisons l'ablation de l'utérus, et par un effet autre que la guérison du cancer, le fait que le cancer soit guéri ou pas guéri n'a rien à voir, par un effet autre, indépendant, elle ne peut plus enfanter. D'accord ? Donc, il se positionne dans cette mécanique morale classique, le volontaire indirect. Alors, qu'est-ce qu'apporte de plus ce texte ? Voilà, alors ce texte, je dirais, nous dit, voilà, en fait, nous nous trouvons dans un cas où les médecins disent que, quoi qu'il arrive, parce que cet utérus est en mauvais état, etc., peu importe, quoi qu'il arrive, la conception qui pourra se réaliser ne pourra pas être menée à son terme. Voilà, d'accord ? C'est ça la base. La conception qui pourra arriver ne pourra pas être menée à son terme, l'utérus n'est pas capable de mener à son terme, donc ça sera forcément un avortement. Dans tous les cas, ce sera une injection de l'avortement. Voilà, non voulu, c'est ça, c'est une fausse couche, disons, une fausse couche. Hein. C'est le cas classique. Et donc voilà, alors la Congrégation dit, donc je n'empêche en aucune manière de mener une grossesse à son terme, puisque de toute façon cela ne pourra pas arriver, et donc si je fais l'ablation de l'utérus, je n'empêcherai pas cette conception d'arriver à son terme, puisqu'elle ne peut pas. Si vous voulez, le fonctionnement ne marche pas. Mais ici, me semble-t-il, par rapport au volontaire indirect, le but recherché par l'ablation de l'utérus n'est pas de guérir l'utérus d'autre chose ou d'intervenir, etc. C'est bien d'empêcher une conception. C'est bien d'empêcher une conception qui, disent-ils, ne peut pas aboutir à son terme. Donc ici, il n'y a pas deux effets, il n'y en a qu'un seul. Et il me semble qu'on n'est pas dans le cas du volontaire indirect. Hein. Et d'autre part, il me semble que c'est une conception tout à fait nouvelle, en tout cas dont je n'ai jamais entendu parler, de la moralité de l'acte conjugal, qui nous dit que cette moralité serait liée non pas à la conception elle-même, mais au fait qu'elle soit en mesure d'aboutir à son terme. C'est une notion, me semble-t-il, nouvelle, je ne dis pas inintéressante, mais sur laquelle il faut vraiment nous donner quand même des références sérieuses. Je rappelle qu'en 1978,
la Congrégation pour la doctrine de la foi a reçu Monseigneur Lefebvre dans le cadre d'entretiens de procès, si vous voulez, et par rapport à des agissements de Monseigneur Lefebvre, qui faisait ceci ou cela, la Congrégation pour la doctrine de la foi lui a dit, est-ce que vous avez des auctores probatis, c'est-à-dire des auteurs approuvés dans l'Église qui justifient ce que vous faites? Très bien, et Monseigneur Lefebvre a essayé de répondre plus ou moins à cette demande. Or ici, dans leur texte, je ne vois aucun auteur approuvé qui soit le fondement de... Ils disent pas, ben voilà, tel ou tel moraliste, etc. Un peu comme Monseigneur Lefebvre, qui n'en avait pas lu non plus. Qui n'en avait pas non plus. Mais non, mais ils font même pas semblant d'en apporter. Hein. Et personnellement, il me semble, alors ça c'est mon approche de la conjugalité, alors on peut discuter, il me semble que le droit conjugal est un droit à poser des actes aptes par eux-mêmes à amener à la conception. Après, il y a la médiation de la nature. Et alors, une femme ménopausée, elle peut poser des actes. Elle peut poser des actes. Elle peut poser des actes. Voilà. Elle peut poser des actes qui, en soi, sont aptes à la procréation. Entre les deux, il y a la médiation de la nature, qui va ou pas amener effectivement à cette conception. Qui est conception de la nature. Je vais vous donner la parole. Voilà. Il y a une médiation de la nature et qui fait que l'enfant qui va naître n'est pas le fruit de la volonté de ses parents, puisqu'il y a eu une médiation de la nature qui va dire que ça soit un garçon ou une fille, grand, petit, avec les yeux bleus, avec les yeux verts, on n'en dispose pas. Et là, on nous dit, non, en fait, ce qu'il faut viser, c'est est-ce que cette conception va pouvoir aboutir. Et à ce moment-là, on enlève la médiation de la nature qui fait que nous ne pouvons pas être propriétaires du nouvel être vivant qui va venir, donc de l'enfant. Et je ne vois pas, à ce moment-là, pourquoi on interdirait la contraception. Alors, la parole... pourquoi on interdirait la contraception ? Qui est du même ordre, c'est-à-dire de dire, actuellement, je ne suis pas en mesure de mener cette conception à son bon terme parce que je n'ai pas assez d'argent, etc. Donc, eh bien, je pose les actes, mais je vous ai vu, parce que... Bétanois, je vous ai vu réagir à plusieurs propos de je posais le problème, hein, je n'ai pas une grande théorie à proposer sur le sujet, mais d'abord il me semble quand il y a ablation de l'utérus, il y a une fin qui est la question des hémorragies, des fibromes qui se mettent dans l'utérus. C'est pas le cas. Ah non, c'est pas du tout le cas. C'est quand même dans ce cas-là que ce genre d'opération se fait. Apparemment, c'est pas le cas. C'est pas ce dont il parle. Enfin, en tout cas, c'est pas. Mais alors pourquoi elle se ferait enlever l'utérus pour caprice Non, ils le disent. Ils disent que l'ablation de l'utérus n'est pas la seule médication dans les cas envisagés, et que néanmoins ils veulent répondre à la question. L'ablation de l'utérus couramment, c'est quand même une opération vraiment aujourd'hui assez fréquente. Apparemment, c'est pour éviter c'est ce qu'on appelle un fibrome. Non, mais qui produit des fausses couches, c'est-à-dire que les parois de l'utérus sont abîmées, si vous voulez. Ouais. L'utérus est une poche qui ne peut plus contenir son fruit. Ouais. Et qu'une poche qui ne peut plus contenir son fruit, on l'enlève. Moi, ça me paraît pas absurde. Et je dirais que c'est le contraire qui me paraît absurde. Oui, mais attention, la question, est-ce que le cas n'est pas posé comme ça. Alors, on va peut-être laisser parler. Oui, d'abord, je rassure les auditeurs sur un point qui nous verrait comme ça, par parler d'une décision importante d'une congrégation romaine approuvée par le pape, qu'elle a été approuvée, oui, ça ne veut pas grand-chose, mais peu importe, en forme simple, et non pas en forme spécifique, qui écarterait toute chose contraire. Bon, alors pour en revenir au sujet lui-même, oui, la congrégation ne pose pas vraiment de problème. Elle ne dit pas pourquoi, apparemment... Oui, mais elle ne dit pas pourquoi, parce que ça va de soi. C'est-à-dire que statistiquement, une opération comme celle-là, elle est, dans tous les cas, liée ou à un fibrome ou à un cancer. Pourquoi elle dit pourquoi, c'est-à-dire que c'est pour éviter... On connaît, vous avez connu, tout le monde connaît mais les fausses couches viennent des fibromes. Qui font des... Ça, c'est pas précisé. Ça, c'est pas du tout précisé. On connaît des dames qui font des fausses couches à répétition. C'est pas nécessairement... Elles sont en bonne santé par ailleurs. Oui, en bonne santé par ailleurs. Donc là, on dit... la congrégation va s'inquiéter de ce que sont ces produits de la conception. Là aussi, c'est complètement fou. Ça fait un peu peur, hein, comme on n'est plus en face de moralistes qui règlent les choses comme on le faisait il n'y a pas très longtemps encore. Hein. Donc, est-ce que ce sont des êtres vivants ? On ne sait pas trop. Hein,
puisque dans ce cas, la naissance d'un fœtus vivant n'est pas possible du point de vue visuel. Du fait lisez clairement et à haute voix, s'il vous plaît. Du fait que le fœtus, l'embryon, n'est pas viable, il ne serait pas vivant. Apparemment, c'est ça. Donc, c'est pas très grave, d'après la congrégation, d'empêcher. C'est ce qu'on appelle une fausse couche, effectivement. Ça s'appelle une fausse couche, mais une fausse couche. On ne sait pas à quel degré ça se fait, qu'on appelle fausse couche, quand déjà l'embryon est plus ou moins formé. Mais l'éjection très, très courante, et dans bien des cas d'ovules fécondés, premier degré de deuxième, troisième, quatrième jour, c'est peut-être ça qui se passe, on ne sait pas. Et si c'est ça, donc, est-ce que ce sont quand même des embryons ou potentiellement vivants? Normalement, si on les éjectait volontairement, ce serait un avortement. Là, où est le péché? Puisque ça se fait involontairement. Qu'est-ce qu'on veut régler chez cette femme? Vous dites... Là, on veut régler une fatigue considérable, on peut régler des hémorragies, comme le Christ a guéri l'hémorroïde. On ne parle pas du tout d'hémorragie, là, dans le cas. On peut aussi imaginer que ça lui provoque un traumatisme psychologique, ça on connaît aussi. Enfin, voilà, mais à ce moment-là, on résout la question de la conception et non pas la question d'un organe malade par ailleurs. Je veux dire, encore une fois, c'est ça toute la question. À ce moment-là, vous préconisez la pilule, vous? Non, je ne présume que... Ce que la congrégation préconise... Je ne sais pas, vous préconisez quoi? Moi, quoi et dans quel cas? Mais bon, la congrégation elle-même le dit à la fin. Et c'est en effet la bonne solution. Si vraiment il y a un problème pour cette femme, la solution, c'est l'usage des périodes infécondes. Voilà, tout simplement. La question, c'est qu'ils ne disent pas, effectivement, vous dites, si l'organisme est malade et potentiellement dangereux. Le recours aux périodes infécondes, ça n'empêche pas que l'utérus puisse être... C'est ce que dit la congrégation. C'est pour ça que votre valise, c'est pas évident. On aurait pu dire ça aussi, dit la congrégation. Mais moi je dis oui, c'est ça qu'il fallait dire. Tout simplement. Mais la question, c'est ils ne disent pas, voilà, l'utérus est malade, menace la santé de la femme, et il faut faire l'ablation. C'est pas ça du tout qui donne. Je sais pas, c'est ce que j'ai cru lire. Non, justement, il ne donne pas cette... Ce que dit clairement la congrégation, c'est que ça n'exclut pas d'autres options, et il est mis entre parenthèses, par exemple, le recours à des périodes infertiles ou l'abstinence totale, vous voyez oui, mais qui ne règle pas tout. Parce que justement, ils paraissent dire que ça règle tout. Non, ils ne le disent pas. Là, si vous voulez être dans la littéralité, il est clair que ce n'est pas dit que ça règle tout. Ils disent que ça peut être une solution. Mais par exemple. De plus, la réponse à ce doute n'affirme pas que la décision de pratiquer l'hystérectomie soit toujours la meilleure, mais seulement qu'il s'agit, dans les conditions susmentionnées, d'une décision moralement licite, qui n'exclut pas d'autres options. Et on rajoute en plus, ce qui complique, qu'on pourrait... il appartient aux époux, par un dialogue avec les médecins et un guide spirituel, de choisir la voie à suivre, en appliquant les critères de gradualité, parce que la gradualité doit faire là. Oui, alors là, je me suis dit, l'abbé Barthes a vu rouge. Parce qu'il était question de mais gradualité. Mais je vois pas en quoi... la gradualité, qu'est-ce qu'elle doit faire là? Tenir compte des faits, c'est la loi de la gradualité, non, c'est la loi morale. En morale, les faits sont principes, comme dit Aristote. Oui, mais dans la gradualité, on va progressivement vers le bien. Ce qui, en effet, on peut conseiller à quelqu'un qui est dans le péché, qu'il aille vers le bien, et quand il est vraiment véritablement converti, il se confesse. La mauvaise gradualité, c'est de dire, bon, il est déjà en chemin vers le bien, on lui donne déjà la solution. Mais peu importe, pourquoi là, la gradualité, ou bien oui, ou bien non. On pratique pas. C'est comme d'ailleurs l'usage de la pilule contraceptive. La gradualité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on la coupe en deux, en trois, en quatre? Non, mais de la même façon qu'on peut recourir à une pilule contraceptive dans certains cas pour des femmes qui ont des règles trop abondantes ou je ne sais pas. Encore une fois, c'est un volontaire en direct. Il y a deux effets. Et là aussi, il y a deux effets. C'est pas parce que l'effet n'est pas mentionné, l'effet de la santé de la femme n'est pas mentionné qu'il n'existe pas. Une femme ne se fait pas opérer, ne se fait pas enlever l'utérus comme ça par un simple caprice. Comme ça, vous avez raison. Oui, mais là, donc il y a bien une fin qui est sa santé. Là, on nous fait un exposé moral. Alors c'est mal présenté peut-être. Dans lequel les fondements ne sont pas donnés. C'est quand même un petit peu ennuyeux. C'est pour le moins ennuyeux. Dans lequel on ne dit pas, voilà, il y a effectivement une maladie de l'utérus qui réclame son ablation pour que la santé de la femme soit préservée. Mais si c'est
Si c'est le fait qu'il y ait des fausses Si c'est couches... enlever l'utérus pour enlever l'utérus, là je suis d'accord avec vous, c'est complètement absurde. Voilà. Non, mais attention, c'est l'enlever pour empêcher les fausses couches. Pour empêcher les fausses couches, Mais d'accord? ça c'est clair dans le texte. Oui, or ça, Ça, c'est pas le motif. ça, ça n'est plus... Il n'y a plus de volonté indirecte, puisque ce qui est directement recherché, c'est empêcher la conception. Vous êtes d'accord? Ah bah oui. C'est ça la question. Soit on enlève l'utérus pour empêcher la conception, et à ce moment-là, on se trouve devant un cas de... Pour empêcher la fausse couche, c'est pas empêcher la conception. Eh ben si, c'est un peu... La meilleure façon d'empêcher la fausse couche, c'est d'empêcher la conception. Oui, d'accord. Ouais, ouais, Et voilà, en l'occurrence, par effet, oui. en l'occurrence, on enlève l'utérus pour empêcher que un enfant se démarre. C'est ça la question. C'est ça la question. Or, là, on n'est plus dans le volontaire indirect. On n'enlève plus. Vous aimez bien le volontaire indirect. Non, mais c'est la base. Là, C'est la base morale. Là, c'est la base C'est ce morale. qu'il a appris à Econ, c'est pour ça. Non, mais c'est la base morale. Non, mais je veux dire, le volontaire indirect, c'est Vous êtes passé avec un classique. C'est un classique de morale et qui est J'ai utilisé appris ici. ça aussi. Et qui est utilisé ici, c'est clair. Mais, or, me semble-t-il, il n'y a pas de volontaire indirect là. Il y a un volontaire direct. Il y a une volonté d'aller mieux de la part de la femme qui accepte ou qui demande cette opération, ça me paraît évident. Oui, mais l'aller mieux par le fait C'est pas qu'elle fasse- juste d'éviter les enfants, il y a tant des tas de manières d'éviter les enfants qui ne sont pas forcément licites, mais qui sont beaucoup moins onéreuses que de se faire enlever. Oui, mais là, il cherche à être licite. Puisqu'on est dans une On pose la question. c'est vraiment des gens qui cherchent à être dans la morale catholique. Sinon, effectivement, c'est très simple de résoudre le problème, si je puis dire, mais ils n'ont pas besoin de l'autorisation du Vatican pour le faire. Mais là, oui, effectivement. voilà, effectivement, on est dans le cas... Bon, mais alors vous avez une paroissienne qui souffre de fibrome. Ah, mais c'est autre chose. Ah, c'est autre chose, ça. Vous n'allez pas lui dire ne vous faites pas enlever l'utérus. Non, mais ça, c'est autre Parce que chose. là, il y a le volontaire indirect. Je suis d'accord. Non, mais Bon, là, d'accord. Voilà. Bon, bah alors à ce moment-là. Voilà. En Mais là, fait, Si les gens au Vatican ont des idées baroques, ce qui serait pas la première fois quand même. ce qui serait pas la première fois, mais il me semble qu'on est Même si plutôt. c'est la première enfin, fois, moi, Ce qui est gênant dans cette affaire-là, c'est que c'est très mal présenté, je ne me résigne très mal pas raisonné. Oui, ça on a bien à vu. mettre ce cas en dehors du réel. Et le réel, Vous avez raison c'est- d'ailleurs. c'est de ce que point de vue-là. c'est bien un cas de volontaire indirect, au contraire. C'est qu'il y a une fin bonne recherchée, et puis un effet mauvais qui est l'ablation de l'utérus. Mais la fin bonne est parfois supérieure à l'effet mauvais. voilà, mais Et Jeanne Smith s'est interrogée aussi sur ce texte sur son blog, puisqu'elle suit de près les questions morales et notamment de bioéthique. Et elle trouve également elle émet quelques doutes, non pas pas tant sur ce qu'affirme la congrégation que sur le mode de raisonnement. Et elle trouve que, si j'ai bien compris ce qu'elle explique, que ce texte est pour le moins mal construit, quoi. Il repose sur des... C'est un avis assez général. J'ai interrogé Sur moi des aussi un prémices, moraliste, dont je ne dis pas le nom, puisque la réponse était privée, qui m'a fait la même réponse. C'est cafouillu du point de vue du raisonnement. Il y a, dit-il, stérilisation directe. Oui. C'est ce que dit votre moraliste. Oui. Enfin, votre moraliste, entre guillemets, pour votre... Daniel Mich, on vous a pas entendu sur ce sujet il y a des sujets- important, alors il y a des vous êtes le sujets seul laïc quand même Voilà, ici. mais alors, il y a des Enfin, sujets pardon. sur lesquels je ne préfère pas m'avancer, parce que là, c'est des terrains qui sont un peu inconnus de ma part. Mais enfin, c'est vrai que j'avais lu ce texte, peut-être rapidement, le texte de la congrégation, que je n'avais pas très bien compris qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il voulait dire, et je ne comprenais pas très bien. Je ne suis pas sûr que les débats qu'on a eu maintenant m'aient beaucoup éclairé sur cette question, mais peut-être il y aura peut-être une séance de rattrapage pour me faire ma religion, si puis-je dire, sur cette question. Bah, pourtant, l'abbé Cellier nous a expliqué... Oui, mais c'était pas... voilà. Bon, Il y a des je contradictions. pense, voilà. Alors, C'est je pas pense- clair. Je pense que si on n'est pas d'accord sur un texte, c'est sans doute parfois souvent parce que le texte est mal écrit. Et donc on peut avoir des interprétations divergentes. Mais encore une fois, Je autant pense qu'il est je mal peux connaître pensé. le point de vue de l'abbé Tanoir, de l'abbé Cellier ou de l'abbé Barthes, mais je ne sais pas quelles sont les arrière-pensées de ceux qui ont rédigé ce Non, texte. mais les arrière-pensées, S'ils bien l'ont sûr. écrit avec la main ou avec les pieds, je peux pas savoir. Voilà. Non, mais vous avez lu le texte quand même, donc Oui, bien de sûr. ce point de vue-là, vous Bien sûr. pouvez... C'était un devoir, on est obligé. Effectivement, en plus, il y a ce côté que l'abbé Tanoir n'avait pas forcément vu et qui est difficile à voir. Non, mais je veux dire, du fait qu'ils disent, oui, nous avons déjà répondu à certaines questions sur le même sujet, ça paraît parallèle, mais ça ne l'est pas. C'est pas très très clair. C'est ainsi que le texte commence. Voilà, il ça. se réfère
aux réponses déjà données en 1993 sur un sujet proche, puisque c'est l'isolement de l'utérus et d'autres questions. Alors ça, évidemment, ça ouvre beaucoup de choses, en rappelant que c'est toujours valable, mais là, qu'ils abordent normalement un autre cas. Voilà, mais donc il aurait fallu au minimum bien reposer rapidement le premier cas pour le distinguer du second cas, pour qu'on comprenne ce qui était en cause, parce que d'ailleurs, sur le fond, l'intervention médicale ne peut pas être jugée antiprocréatrice, car elle se situe dans un contexte. Il n'y a plus de procréation possible. Où nous sommes. Voilà, mais on se pose la question sur la procréation, non pas sur la conception, mais sur la procréation. Voilà, donc la question c'est ça. Est-ce que, encore une fois, en disant la procréation, c'est la médecine a progressé, elle est capable d'un diagnostic. Oui, est-ce que l'utérus est apte à porter un enfant viable à son terme? Et dans ce cas-là, ce serait, si l'enfant était viable, ce serait anti-procréation. Si c'est l'enfant qui n'est pas viable, c'est pas. Non, il y a quand même quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, je reviens sur la question de la contraception, c'est-à-dire que je considère que l'enfant ne peut pas être accueilli dans mon foyer parce que je n'ai pas les ressources nécessaires, etc. Donc ça n'a rien à voir. Ah ben c'est la même chose. Là, je considère que l'utérus de la femme ne peut pas porter l'enfant jusqu'à son terme, ou que je ne peux pas l'accueillir dans mon foyer. Le raisonnement me paraît le même. Alors qu'en soi... Dans un cas, il y a un enfant, dans l'autre, il n'y en a pas. C'est quand même pas la même chose. Si, puisqu'il y a une conception. Il y a une conception, mais la conception ne va pas à son terme. Oui, mais ne pas aller à son terme, est-ce que... Le médecin est capable d'un diagnostic certain, selon lequel... ce que dit la congrégation. C'est ce que dit la congrégation, voilà. Selon lequel le fruit ne peut pas être porté à son terme. Voilà. Bon. Oui, mais est-ce que... Voilà, il n'y a plus de problème. Dans le cas, puisque c'est de la casuistique, là on est vraiment dans de la casuistique. Mais ici, dans le cas qui est posé, nous sommes sous un palais. Il me semble que c'est ce qu'on appelle une lapalissade, c'est-à-dire s'il ne peut pas y avoir d'enfant, est-ce qu'il y aura un enfant? Non, mais est-ce que l'enfant conçu est un enfant? Il est un enfant quand même. Il est comme un enfant, l'enfant est conçu. Oui, l'enfant est conçu, mais vous n'allez quand même pas exiger d'une femme qu'elle conçoive un enfant dont elle sait de façon sûre qu'elle ne peut pas le porter à terme. Alors ça, on rentre dans la psychologie de la femme, mais non. Et on lui indique d'autres méthodes, il n'y en a qu'une, à savoir l'usage, ou bien le silence. Non, il y a deux, selon la congrégation, il y a deux autres... Le silence, d'accord, ou bien la période de la fécondité. Nous n'arriverons pas de toute façon à un accord... Si je peux une différencier. Oui, ce qui est un peu Je vous laisse la parole pour conclure alors. On est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais en tout cas on est bien d'accord sur le fait que ce n'est pas très clair et qu'il n'y a pas de raisonnement. On n'aurait jamais vu il y a 10 ans, les moralistes romains étant encore ce qu'ils étaient, un texte de ce type qui est véritablement très flou et très ambigu. Merci Monsieur l'abbé Barthes pour cette conclusion. C'était donc le Club des Hommes en Noir. Avant que nous nous quittions, nous restons avec l'abbé Barthes. Puisque la dernière fois, il m'a quand même fait un gros reproche de ne pas avoir signalé la parution de son dernier livre, La Messe de Vatican II, dossier historique publié aux éditions Via Romana, donc disponible auprès des éditeurs et des, comme le veut la formule, des bonnes librairies, au prix de 24 €. En un mot, très rapidement, ce livre, c'est... C'est justement un dossier historique sur les origines de la Nouvelle Messe et toute son histoire jusqu'à nos jours. Et vous allez un peu plus loin qu'un dossier historique, parce que vous posez quand même 3 objections théologiques fortes. Oui, bien sûr. Voilà, on en reparlera si vous voulez. Je signale donc également Resnové. Monsieur l'abbé, je signale donc Resnové pour terminer. Lettre internationale, puisqu'elle paraît en français, en italien et en anglais, d'analyse et de prospective. La visée révolutionnaire, comme donc avec un abonnement numérique pour la recevoir via courrier électronique de 20 € pour un an et de 30 € pour la version papier. Pour vous abonner, tout simplement, une adresse courriel va s'inscrire à votre écran. N'hésitez pas à demander au moins un exemplaire de découverte et puis éventuellement à vous abonner par la suite. Vous retrouverez notamment, mais vous n'êtes pas le seul, les analyses de l'abbé Claude Barthes. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode du Club des Hommes en Noir, avec certainement d'autres intervenants. D'ici ce prochain rendez-vous, que Dieu vous garde.